en 1880, au Congrès de Milan, on a décidé d'interdire l'emploi de la langue des signes dans l'éducation des enfants, radicalement. Radicalement, ça veut dire qu'on a même décidé à ce moment-là qu'on ne leur apprendrait à écrire et à lire qu'une fois qu'ils auraient appris à parler. Elle a beaucoup bossé sur la parentalité, du coup elle était extrêmement touchée. À l'Institut Saint-Jacques, où il y avait depuis un siècle à ce moment-là de nombreux professeurs sourds qui avaient été éduqués en langue des signes et qui transmettaient la langue des signes, mais à travers la langue des signes aussi l'enseignement des matières générales. Ces professeurs sourds ont tous été mis en 5 ou 6 années à la retraite anticipée. Pendant presque un siècle en France, il n'y a pas eu d'intellectuels, d'artistes sourds, il n'y avait pas eu de... C'est-à-dire aussi que pendant toutes ces années-là, il n'y a pas eu de modèle de réussite intellectuelle pour les sourds. Alors moi je porte un petit bonjour d'IVT. Super. Et puis je voulais aussi dire que j'ai beaucoup aimé le lire, que ça fait plaisir de lire des choses très fines sur les sourds, sur la langue des signes, mais sans que ce soit non plus l'objet du livre. Et donc voilà, de la littérature avec des sourds et de la langue des signes, ça fait vraiment plaisir. J'étais en résidence à l'IVT, j'ai fait quelques conférences et on avait programmé avec l'équipe d'IVT, Emmanuel Laborie, un certain nombre de conférences. Et très innocemment, il avait fallu donner des titres et moi j'avais dit les sourds dans la littérature, allons-y. Et je suis rentré chez moi puis je me suis rendu compte qu'il n'existait rien, mais absolument rien. Rien de publié, mais même tout simplement rien. Et donc la conférence est devenue un objet extrêmement problématique à préparer. Et j'ai beaucoup questionné autour de moi et puis j'ai repris la bibliothèque pour quand même trouver des choses et me rendre compte effectivement que de manière tout de même très paradoxale, il y a très très peu de sourds en littérature et en particulier dans la littérature du 19e et 20e siècle, c'est ce moment aussi de la violence. Quand même quelques-uns. Chez Maupassant, par exemple. Chez Maupassant, il y en a quelques-uns aussi. Il y en a plusieurs. Mais où j'ai découvert très récemment avec stupéfaction, parce que j'ai dû le savoir autrefois, mais j'avais dû oublier, que la mère de Camus était sourde et son oncle signait. Oui. Son oncle signait parce qu'il était vraiment complètement sourd. Oui. C'est une vraie interrogation quand on pense, la comparaison s'arrêtant vraiment là, à l'importance des aveugles dans toute la littérature depuis toujours. Et comment, à l'aveugle, on prête une qualité de voyant, et comment, au contraire, aux sourds, avec les sourds, il y a une difficulté à les montrer. Cette absence de confrontation avec le moment où la communication ne passe plus par la parole, c'est très curieux que la littérature s'en soit si peu emparée. Un algo. C'est super, hein? Merci beaucoup. Merci. C'est pour pas... Pour qui? Pour qui? Je le sais. Je m'appelle Roland. Roland. D'accord. Dans la plupart des familles, même quand il n'y a pas de sourds, évidemment, le malentendu est souvent omniprésent, et le non-dit aussi, et provoque des catastrophes familiales. Il y a aussi dans cette histoire une volonté d'interroger évidemment les relations parents-enfants. Qu'est-ce que ça veut dire aimer son enfant? Qu'est-ce que ça veut dire vouloir faire le bien de son enfant? C'est une question qui peut être encore beaucoup plus large parce que c'est aussi l'histoire des sourds au XXe siècle qui est symptomatique de ce qui s'est produit en règle générale. Comment on a voulu faire le bien, même de peuples entiers, quitte à les détruire. On ne peut dépasser cet enchaînement des violences qu'en ayant connaissance de l'histoire et des violences qui ont été faites.